Notre maison est en train de brûler. Bien que parfaitement alarmiste, ces quelques mots résument à mon sens très bien la situation dans laquelle nous vivons. Oui, n'ayons pas peur de le dire, notre maison, la terre, est en train de brûler. Si nous ne voyons pas encore les flammes, la fumée commence doucement à nous alerter. L'écologie est donc pour le moins un sujet brûlant. Blague. Quand vous entendez parler d'écologie, la plupart du temps, c'est sous une seule et unique forme. Celle que vous voulez bien entendre, celle qui vous impressionne, ou encore celle dont les explications ne durent pas trop longtemps. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Si je dois résumer, il y a deux écologies. Celle des écologistes et celle des écologues. L'écologiste, c'est lui. Normalement, il est censé faire de la politique au service de l'écologie et du respect de l'environnement. Et on va pas se mentir, je vous préviens dès le départ, ce vlog a certainement des allures de billet d'humeur. Et il va certainement faire référence un petit peu à ce monsieur-là, sur la photo. L'écologue, quant à lui, eh bien c'est ce scientifique qui est en train de vous dire que le réchauffement climatique, par exemple, eh bien que c'est une réalité. Et qu'à ce jour, nous avons récolté suffisamment de données, de toutes sortes, de toute provenance, pour dire que oui, il existe, oui, c'est notre faute, oui, cela a des conséquences. Alors par contre, du message de l'écologue, sur vos médias traditionnels, malheureusement, il ne subsiste pas grand-chose. Tout au plus quelques chiffres ou données pour attirer votre regard. Par exemple, en écologie fondamentale, il existe une notion qu'on nomme la capacité biotique d'un habitat. On l'appelle également capacité porteuse, capacité de charge, ou encore en anglais, carrying capacity. Il s'agit de la taille maximale d'une population, d'un organisme donné, qu'un habitat peut supporter. Pour obtenir cette donnée, bien sûr, nous avons une équation. Oui, je suis désolé, c'est comme ça, mais quand on fait de la science, on fait des équations, parce que sinon, ce qu'on raconte, c'est de l'air. Cette équation nous livrera donc la constante K, la capacité biotique, et voilà, c'est parfait quoi. Un chiffre unique, c'est idyllique pour une équation. Voilà de quoi nous donner une idée de ce que notre habitat peut supporter, ça a l'air parfait. Waouh, j'ai envie de dire. Le principe est assez simple, puisqu'au-delà de la constante K, la population va morfler, puisque l'écosystème ne fournira plus assez de ressources. Vous voyez le principe, donc, la population se stabilise au bout d'une certaine densité qui est donc directement en lien avec la natalité, la mortalité, et bien sûr, les ressources. Ce calcul provient à l'origine d'un bien vieux modèle, le modèle de Verhulst, qui a été inventé, je vous le donne en mille, par monsieur Verhulst en 1838. Et je suis désolé, monsieur, si je déchire ton nom, je suis désolé. Alors bien sûr, ce modèle évolua quand même pas mal, mais il contribua amplement à l'étude des dynamiques des populations animales. En somme, avec une ou deux espèces, ça marche plutôt pas mal. Mais bien sûr, à un moment donné, on a voulu appliquer le concept aux humains, parce qu'on est quand même un petit peu le centre du monde. Et l'appliquer aux humains, c'est chaud. Voilà. Parce que sans parler d'humains, pour que ce genre de calcul soit tangible, robuste, il faut un paquet de données. Parce que les écosystèmes, c'est complexe, très complexe, à mon avis, je vous apprends rien. Et en plus de ça fluctue. Et puis surtout, le concept n'a pas été inventé pour les humains, qui ont tendance à exploiter leur environnement. On peut le critiquer, le fait d'exploiter, mais quelque part ça fait un petit peu partie de nous. C'est d'ailleurs même un peu grâce à ça qu'on est là. Nous consommons, nos ressources fluctuent, nous rejetons des déchets, nous avons des modes de vie différents d'un endroit à un autre, et puis mine de rien, les espèces interagissent entre elles, donc un écosystème ne peut pas se résumer qu'à une seule espèce. Bien sûr, nous savons optimiser l'espace pour qu'une même surface soit plus rentable, on pense bien sûr à l'agriculture intensive ou à la production énergétique. En somme, nous nous affranchissons des limites de notre environnement, en tout cas de notre environnement direct. Ou à l'inverse, on va lui caler une belle pression à l'environnement, puisque nous allons polluer en rejetant des déchets, nous allons déforester, il y aura des activités industrielles, et tout ça, cela va créer, indirectement ou directement, de nouvelles limites, de nouveaux facteurs limitants, et ça risque de nous retomber dessus. Je sais pas, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la capacité d'absorption des gaz à effet de serre, etc. On peut en trouver des tas. Donc, en définitive, faire un calcul sur la capacité biotique des humains, pour résumer, c'est le bordel. Les scientifiques ont quand même tâché de nous sortir de nouveaux indicateurs, comme celui de l'empreinte écologique de William Rees, un concept relativement célèbre, reprenant de nombreux critères sur la base donc de la capacité biotique. L'empreinte écologique a pour but de comptabiliser la pression exercée par les hommes sur les ressources naturelles, ainsi que sur les bons et loyaux services de Mère Nature. Mais vous aurez compris que l'extrême complexité des écosystèmes ne nous permet pas d'affirmer que ces calculs soient des données réellement robustes. Par contre, il y a un réel intérêt derrière tout ça, celui de vous alerter. Vous.
Oui, c'est important. Et puis c'est pas le seul, hein, vous en connaissez dans le même genre, hein, peut-être plus connu d'ailleurs, le bilan carbone, ça vous en avez forcément entendu parler, ou encore le jour du dépassement, celui-là il est vraiment bien, c'est le jour de l'année où les humains ont consommé tout ce que la planète peut nous fournir en une année. C'était le 1er août. Donc oui, c'est déjà dépassé. Là où je veux en venir, c'est que ces données-là, que vous connaissez parfois, sont les seules choses que vous voyez de l'écologie. Alors bien sûr, comme je vous le disais, elles ont un réel intérêt pour vous faire prendre conscience des problèmes écologiques. Néanmoins, elles ne révèlent en rien la complexité de l'écologie scientifique et bien sûr de la complexité des écosystèmes. Mais oui, beaucoup d'entre eux vous montrent quand même une tendance, et une tendance véritable. Mais c'est que c'est surtout un moyen de communication, et c'est important que vous en ayez conscience. C'est ainsi que récemment, une actualité sur le déclin des oiseaux faisait bonne presse. Une étude menée dans les Deux-Sèvres par le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle nous alertait soudainement sur le destin de nos comparses ailés. Le truc, c'est que cette étude-là, même si elle révèle une réelle tendance qu'on connaît plus ou moins depuis les années 80 en Europe, eh bien elle a surtout bénéficié d'une excellente communication. Parce que vous noterez, hein, mine de rien, que depuis les années 80, le fameux déclin des oiseaux, on n'en a pas des masses entendu parler. Les médias, ils ont pu s'emparer facilement du sujet, en l'occurrence, parce que le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle avaient déjà publié sur leur site de bons articles vulgarisés, ce qui a rendu l'information de fait extrêmement disponible. Et en plus de ça, l'ensemble de ces informations tire à boulet rouge sur les pesticides, et ça forcément, ça fait vendre les pesticides, évidemment. Mais le truc, c'est que c'est un terrible raccourci qui vous cache une grosse partie de la problématique. Parce que si l'agriculture a bien sûr un impact là-dessus, elle est loin d'être la seule responsable. Et comment voulez-vous qu'on règle un problème écologique si finalement on en occulte toute une partie? J'ai envie de vous dire, regardez, je vous ai fait une petite liste là de problèmes qui n'ont pas été spécialement évoqués, qui peuvent être à l'origine du problème. Et j'ai envie de vous dire, si on n'en a pas parlé, c'est un peu parce que... communication écologique. Alors ici, j'ai bien envie d'être indulgent parce qu'il y a certainement des avantages à masquer une partie de l'information pour le grand public. Je peux le comprendre, surtout là, dans le cas là où c'est un problème qui en fait est connu depuis très longtemps de la part des scientifiques, mais que j'ai l'impression qu'on découvre depuis pas si longtemps que ça. Le truc, c'est que moi, ce que j'essaie de vous expliquer à travers cet exemple, c'est que l'écologie simplifiée aux extrêmes entraîne des raccourcis qui déconnectent totalement la population de la véritable écologie. Et c'est ainsi qu'au moindre changement météorologique, au moindre bout de sécheresse, que nous ressortirons notre sacro-saint réchauffement climatique. Par la même occasion, nous confondrons donc météo et climat, ce que nous faisons tout le temps, moi le premier certainement. Et voilà, sauf que c'est une erreur qui participe grandement à notre mauvaise compréhension des phénomènes écologiques. Et si ça vous semble délirant, eh bien dites-vous que lui, il l'a fait, hein, le raccourci, et il est certainement pas le seul. Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêterait à payer des trillions de dollars pour s'en protéger. Couvrez-vous! J'imite à mon avis très très mal Donald Trump. Alors bien sûr, on peut se moquer de Donald Trump, il n'y a aucun souci. De toute évidence, il ne connaît pas la différence entre météo et climat, mais le réchauffement climatique, on a tous compris que c'était pas bien son truc. Mais vous savez, faut pas faire trop les marioles. Parce que des raccourcis faciles comme ça, on en fait aussi. Sur les OGM, sur les pesticides. Puis je suis sympa, je m'inclus dedans, et je vous en veux pas, mais... faut pas trop la ramener, parce qu'on fait tous des raccourcis comme ça sur l'écologie. Si vous voulez un exemple un peu plus récent que celui-ci, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à l'appel des coquelicots paru dans Charlie Hebdo du mois de septembre, comme quoi les coquelicots disparaissent, et qu'on n'a pas envie que les coquelicots disparaissent. Sauf que voilà, communication écologique, les coquelicots ne disparaissent pas. Non, ils ne disparaissent pas. Il y a d'autres plantes messicoles, c'est-à-dire des plantes qui vivent conjointement aux cultures humaines, qui effectivement sont menacées, voire carrément qui ont disparu, c'est totalement vrai, mais pas les coquelicots. De toute évidence, cette communication écologique semble cacher une certaine idéologie. Oui, celle d'une autre agriculture, celle du refus de certaines pratiques culturelles, ce qui peut éventuellement se défendre. Il y a à travers cette tribune un message qui ne prend pas forcément en compte tous les aspects agronomiques et écologiques, parce qu'on fait appel à des opinions, ou encore à des émotions. Et les émotions, même s'il n'y a rien de plus naturel au monde, et je le comprends parfaitement, eh bien ce n'est pas de la science, et je suis désolé, mais l'écologie, c'est aussi une science, et pas seulement un combat militant. Même si j'ai rien contre le militantisme, à partir du moment où on sait que c'est du militantisme.
Alors après, on va être d'accord, hein, commencez pas à vous enflammer dans les commentaires. Évidemment, notre agriculture, par exemple, impacte et impactera notre environnement, et d'ailleurs, quel que soit son type. C'est à nous de trouver des solutions pour conserver une certaine capacité biotique, tout en ne nous créant pas trop de limites. En d'autres termes, réussir à créer une agriculture respectueuse de notre environnement, et quand même de réussir à manger. Parce que bien manger, c'est important. Je vous cache pas que le point de départ de ce billet d'humeur, c'était quand même bel et bien la démission de Nicolas Hulot, qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, notre ministre de l'écologie en France. Nicolas Hulot, c'est un symbole à lui tout seul, hein. Je ne connais pas assez cet homme et ses actions pour le juger, bien que j'aurais certainement apprécié que ça se passe autrement. Je crois que j'aurais aimé, ce jour-là, sur France Inter, qu'il risque tout et ouvre une dernière fois sa gueule, quitte à se faire limoger. Mais ça, c'est un autre débat. Entre les lignes de ses discours et celles de ses larmes, il semble vouloir nous dire que le système actuel, politique notamment, ne permet que de prendre des demi-mesures. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement marquant. Les demi-mesures auxquelles il semble faire allusion sont-elles déconnectées parfois de la réalité, de la véritable écologie, comme peuvent l'être parfois les communications écologiques? Font-elles parfois, avant tout, plaisir à la population avant de tenir compte de la réelle complexité des écosystèmes? Sont-elles parfois inefficaces car incomplètes ou pas assez soutenues? Il y a une autre question qui me perturbe énormément et j'aimerais que nous y réfléchissions ensemble. Est-ce que les demi-mesures écologiques d'aujourd'hui sont les mesures drastiques et totalitaires de demain? Est-ce que je fais de la communication écologique en disant ça? Sûrement. Et je l'assume pleinement. Parce que déjà, j'ai pas dit que la communication écologique c'était pas bien, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, bien au contraire, hein, ça a plein d'avantages. Et puis, c'était pas une opinion que j'aimais. Derrière moi, il y a énormément de données écologiques accumulées depuis 40 ans, et elles sont sans appel, ces données-là, qui viennent de tous bords. Et elles suscitent bien des inquiétudes pour moi quant aux demi-mesures dont on parle aujourd'hui. Aussi, que se passera-t-il dans 200, 400 ans? Est-ce que nos ressources seront devenues encore plus limitantes? Aurons-nous largement dépassé la constante K, sans même que nous nous en soyons rendus compte? Et que de fait, nous devions prendre des décisions très restrictives quant à notre consommation, voire peut-être notre reproduction. Il y a un passage dans cet ouvrage, le dictionnaire de la pensée écologique, qui, dans sa partie sur la carrying capacity, la capacité biotique, dans sa conclusion, eh bien, émet plutôt un avis troublant, surtout pour un dictionnaire. Je vous en retransmets la substance. Il semble que depuis qu'elle s'est affranchie des contraintes immédiates de la nature sur sa population, l'humanité ne parvienne pas à envisager de limiter volontairement sa croissance afin de privilégier le bien-être sur le nombre et de gérer avec moins de difficultés les défis environnementaux. Cette question controversée, dont les ramifications philosophiques dépassent cette définition, aurait pourtant toute sa place dans le débat écologique actuel.